Coucou toi, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es confortablement installé dans ton fauteuil ou dans ton lit parce qu'aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de la création de l'Olympe. Mais avant, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner, d'actionner la cloche des notifications avant de me laisser un super gentil commentaire. Avant de commencer, je t'invite fortement à aller voir les 2 premières vidéos de Nice to Meet You si ce n'est pas encore fait, puisque c'est en fait le début de l'histoire et donc maintenant je vais te raconter la suite. Ça y est, les enfants de Gaïa et Uranus sont libres. Je t'affiche d'ailleurs ici quelque part un petit rappel de l'arbre généalogique des enfants de Gaïa et Uranus, juste pour rappel. Enfin, je dis ils sont tous libres, tous, sauf les Cyclopes et les Hécatoncheires que Cronus a en fait enchaînés dans le Tartare pour qu'ils ne puissent pas sortir. Pourquoi? Bonne question, j'en ai aucune idée, mais en tout cas ça va être un élément déterminant pour le reste de l'histoire. Vous vous souvenez peut-être, je vous ai dit que l'une des caractéristiques des titans était qu'ils étaient extrêmement beaux. D'ailleurs, est-ce que je leur ai dit que j'ai des ancêtres titans? Eh bien, apparemment, ils sont si irrésistibles qu'ils ne se résistent pas entre eux. À peine sorti, Cronus se met en couple avec sa sœur Rhea. Oui, on est d'accord à ce moment-là, se mettre ensemble avec des membres de la même famille et avoir des enfants, ça ne gêne personne. Mais bon, si on est un peu compréhensif, à ce moment-là, ils sont techniquement les seuls sur Terre. Bon, donc du coup, Rhea est enceinte de son premier enfant et à ce moment-là, Uranus et Gaïa arrivent pour donner un présage aux jeunes parents. Uranus arrive un petit peu en ricanant et dit à son fils que lui-même aura un jour un fils qui va le détrôner et prendre tous ses pouvoirs. Bon, Cronus n'a pas du tout de remords par rapport à ce qu'il a fait à son père, mais il se rend bien compte que fatalement c'est quelque chose qui lui pend au nez, mais pour l'instant ça ne va pas les empêcher d'avoir 6 enfants. Bon, ça trotte quand même un petit peu dans la tête de Cronus qui se dit on sait jamais, et à chaque fois que Rhea va accoucher d'un enfant, il va l'avaler. Il se dit dans mon estomac je ne risque rien, et donc il commence par avaler Hestia, la déesse du cœur, protectrice de la famille. Ensuite vient le tour de Déméter, la déesse des saisons. Ensuite vient le tour de Héra qui sera la femme de Zeus, puis Poséidon, dieu de la mer, Hadès, roi des enfers, et enfin Zeus, le dieu des dieux qui va en fait régner sur tous les autres. Mais Rhea, enceinte de Zeus, son dernier enfant, va chercher conseil auprès de Gaïa et d'Uranus. Parce qu'elle en a marre et elle n'a pas envie que Cronus avale son dernier enfant. Du coup, Gaïa lui dit « No problemo, viens avec moi, on part sur le champ en Crète ». Arrivée en Crète, Rhea donne naissance à Zeus et Gaïa se porte volontaire pour élever Zeus dans une géante grotte qui se situe à l'intérieur d'une montagne qui elle-même se situe en dessous d'une forêt. Rassurée, Rhea rentre auprès de son mari/frère, mais il faut bien lui donner quelque chose à avaler, sinon il va se douter de quelque chose. Donc Rhea a emballé une grosse pierre dans un linge et lui a donné, hop, il l'a avalé, emballé, c'est pesé. Et donc Zeus grandit en Crète, loin de ses frères et sœurs, dans cette grotte, nourri par le lait de la chèvre Amalthea. On dit d'ailleurs de cette chèvre qu'elle a la peau si épaisse qu'elle ne peut être transpercée par aucune flèche ou lance. Et c'est de cette chèvre que Zeus va fabriquer son fameux bouclier Aegis. Bon, ça y est, maintenant Zeus est grand, c'est un homme, et il est maintenant en âge de mettre en œuvre le plan de Gaïa et Rhea. Il veut libérer ses frères et sœurs, mais pour ce faire, il va d'abord se rendre auprès des Cyclopes, dans le Tartare, et les libérer. En échange, pour montrer leur gratitude à Zeus, les Cyclopes vont offrir à Zeus 2 cadeaux. 2 cadeaux qui vont permettre à Zeus d'être le plus puissant des dieux et le plus craint aussi. Ils lui offrirent la foudre et l'éclair, rien que ça. Oh, mais c'est de là que ça vient. Eh oui. Pour les mêmes raisons, et oui, pas bête la guêpe, Zeus va se rendre auprès des Hécatoncheires pour les libérer eux aussi. Cet acte va faire d'eux des énormes alliés de Zeus en fait. Pendant que Zeus se charge de cette partie du plan, Gaïa et Rhea se chargent elles de faire vomir Cronus. Les enfants sont à présent libres, Cronus les a vomis et donc la révolte peut à présent commencer. Zeus déclare la guerre. Alors c'est assez comique parce que c'est la première guerre, mais ils sont tous immortels, donc ce ne sera pas une guerre pour tuer, mais bien une guerre pour savoir qui est le plus puissant. Alors Zeus et ses frères combattent depuis le sommet du mont Olympe, mais c'est assez vite plié parce qu'avec les cadeaux que Zeus a reçus des Cyclopes, ils sont en train de gagner clairement.
Zeus s'en sert pour aveugler les cyclopes, les hécatonkyrès, les titans, qui sont obligés de se replier dans le Tartare. Ni une ni deux, Poséidon construit des géantes portes en bronze à l'entrée du mont Olympe, qui rendent celui-ci impossible d'accès. Voilà, on ne peut ni détruire ces portes ni y passer. Ce qui évidemment déclare Zeus vainqueur et la guerre est finie. Zeus et ses frères et sœurs habitent maintenant au mont Olympe et ça fait d'eux des Olympiens. Au début, ils ne sont que 6 et après, ils vont être rejoints par d'autres dieux, notamment Aphrodite, qui est donc la tante de Zeus. Bon, voilà, les présentations sont faites, vous connaissez à présent l'origine des Olympiens. Et je vais maintenant pouvoir préparer les prochaines vidéos qui seront, elles, la présentation de chaque dieu. Et la première vidéo aura pour sujet Zeus, le dieu des dieux, mais aussi le dieu aux innombrables conquêtes. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine, bisous!